Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première communication de la séance sur la santé mentale et l'enseignement. Alors, je me présente, je suis Denis Berthiaud, je suis assistant de recherche auprès de Natacha Duroisin. Tous les deux, nous faisons partie du service d'éducation et des sciences de l'apprentissage, EDUSA, de l'école de formation des enseignants de l'Université de Mons. Et la communication que je vais vous présenter aujourd'hui est une revue systématique de la littérature sous forme de scoping review sur deux concepts que j'aurai l'occasion de développer brièvement, le capital psychologique et le bien-être dans les sciences de l'éducation. Ici, j'ai mis des apprenants parce que le congrès nous invite à réfléchir dans une perspective développementale, mais vous allez voir que ça concerne finalement bien des catégories de personnes. Alors tout d'abord, quel est l'intérêt de l'étude du bien-être en sciences de l'éducation ? Eh bien, si on reprend un petit peu le cadrage justement qui nous a amené ici dans ce congrès aujourd'hui, eh bien, on nous rappelle l'importance de tenir compte de la santé mentale des adolescents. Santé mentale qui se définit comme un état de bien-être qui permet aux gens de mener une vie normale malgré les aléas de cette vie. Et alors, juste pour voir un petit peu, par exemple, par où ce bien-être peut passer, je rappelle par exemple que le bien-être des enseignants, si on s'intéresse à une catégorie particulière, eh bien, peut avoir un effet sur le bien-être des élèves. Donc on est vraiment sur une préoccupation aujourd'hui qui va concerner toute une catégorie de personnes qui n'est pas très définie, parce que vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard, ça peut être des adolescents en tant qu'élèves, des adolescents ou des futurs adultes en tant qu'étudiants. On va un petit peu parler d'une catégorie qui est mal définie, vous allez voir dans la littérature. L'objectif, donc, est de présenter les résultats du scoping review sur donc, le lien entre capital psychologique et bien-être, voir un petit peu les enjeux épistémologiques et méthodologiques de ce genre de revue de la littérature et voir quels effets positifs on peut imputer au capital psychologique. Et pour commencer avec quelques éléments de théorie, eh bien, si on veut parler du bien-être, on va vite se trouver face à un frein important, c'est qu'il n'y a aucun consensus scientifique sur la notion, sur la conceptualisation, sur ce qu'on doit intégrer dans le concept de bien-être. Aucun consensus sauf un, c'est que ce n'est pas l'absence de troubles psychologiques. Ça se définit par la présence d'un état, quelque chose, mais ce quelque chose, eh bien, la littérature va un petit peu dans tous les sens, même si, évidemment, il y a beaucoup de points d'accroche entre les différents modèles. Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns, mais je ne vais pas vous en présenter 50, juste vraiment des modèles principaux qu'on peut trouver assez facilement dans la littérature. Par exemple, le modèle de Case qui distingue un bien-être psychologique d'un bien-être subjectif, d'une tradition qui est plutôt pour le bien-être psychologique eudémonique, avec un bien-être subjectif qui est plutôt affilié à une tradition hédonique. Et alors on voit que différents aspects peuvent se retrouver à l'intérieur, comme les émotions positives, les émotions négatives, l'auto-acceptation, le développement personnel. Voilà, on a un petit peu une constellation de concepts sous-jacents à ces concepts principaux. Souvent, quand on s'intéresse au bien-être, on va le faire dans une perspective organisationnelle au travail. Et alors, un des modèles qui est souvent utilisé, c'est aussi le modèle donc, de bien-être psychologique au travail de Dagenet, Desmarais et Savoie. Et là, on voit aussi donc, d'autres sous-concepts comme le sentiment de compétence ou la reconnaissance que l'on peut avoir dans son travail. Et puis alors, on peut aussi envisager la perspective dans le champ de la psychologie positive, qui vient en complément de la psychologie traditionnelle pour faire plutôt de la prévention et pour travailler sur le déjà là, sur des forces de caractère qui sont déjà présentes. Et en psychologie positive, on va définir le bien-être avec le concept de PERMA de Seligman, qui va être une agrégation de différents concepts, les émotions positives, encore une fois, l'engagement, les relations positives. On voit vraiment qu'il y a une constellation, mais que cette constellation, voilà, ces constellations s'imbriquent les unes dans les autres avec des points d'attache. Ça, c'était pour le concept de bien-être. Et alors, pour le concept de capital psychologique, eh bien justement, il se situe dans le champ de la psychologie positive, et même dans le champ de la psychologie positive au travail. Et le capital psychologique eh bien, est un concept qui réunit plusieurs variables qui, mises ensemble et en interaction, aident tout individu à traverser les éléments problématiques, le stress quotidien, le stress normal, naturel du travail. Alors, ces variables sont l'espoir,
qui permet de se dire que les choses vont aller mieux après et que donc on peut persévérer dans sa profession, le sentiment d'auto-efficacité, la résilience et l'optimisme qui permet d'imputer des causes positives et pas forcément liées à soi-même et systématiques aux éléments négatifs qui nous arrivent. Et donc, quelque part, cette recherche consistait à savoir, tiens, est-ce que le capital psychologique a des effets sur le bien-être? Quels sont les liens, de manière générale, qui existent entre ce concept de capital psychologique et le concept de bien-être, quelle que soit la manière dont il est défini? Et pour faire cette revue de la littérature, eh bien, on a employé la méthodologie du scoping review. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette méthodologie-là, c'est une sorte de revue systématique de la littérature qui utilise la méthodologie Prisma qu'on retrouve très régulièrement dans la littérature quand on voit des recensions systématiques. Sauf que les moyens, les visées ne sont pas forcément les mêmes. Ici, on est plutôt dans une étude exploratoire qui aura pour but de faire émerger des questionnements plutôt épistémologiques et méthodologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déjà été étudié? Faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'il reste à étudier? Comment ça a été étudié? Comment on pourrait l'étudier? Voir un petit peu ce qui est là, les manques, et les premiers résultats, vers quelles questions de recherche ils nous mènent. Pour faire ce scoping review, eh bien, nous sommes allés recenser dans les principales bases de données de la littérature en psychologie. Alors, je les ai citées ici, PsycInfo, Eric, Kern, Erudit, Psychological and Behavioral Science Collection, Education Source. On est allé rechercher donc toute une série d'équations qui intégraient donc PsyCap, capital psychologique en anglais, en français, avec toute une série de combinaisons. Et puis alors, on a réussi à récupérer à partir de ça à peu près 130 articles qui avaient l'air pertinents dans un premier temps. Et à partir de ces articles, eh bien, on a fait tout un processus de filtrage avec certains critères. Par exemple, un des critères qui me vient là en tête, c'est que le capital psychologique était la variable dépendante et non pas la variable indépendante. Dans les critères, on devait avoir des instruments de mesure. Donc on devait vraiment pouvoir voir une mesure du bien-être apparaître à un moment ou à un autre, et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure, à la toute fin de ce filtrage, on s'est retrouvé avec 32 articles, 33 études. Un article comportait 2 études différentes, distinctes, et concernait un nombre de sujets de 42 570. Alors, ensuite, on a extrait des données de ces articles, et on a codé selon différentes variables avec différents moyens pour objectiver les choses. Par exemple, dans quel type de publication? La publication concerne quel type d'études? Le profil géographique, voir un petit peu quels sont les sujets qui sont concernés. Le profil des participants, mais là, les classifications sont nombreuses. On peut les voir par métier, on peut les voir par classe socio-démographique, ainsi de suite. Les limites qui sont annoncées par les auteurs, par exemple. Donc on a vraiment été retirer toutes ces informations-là des articles que l'on a identifiés grâce au scoping review. Alors, quelques résultats. Tout d'abord, on a constaté que ce sujet-là, le lien entre bien-être et capital psychologique, était un sujet qui était finalement fortement relié à l'éducation. Pourquoi ? Il suffit d'abord de regarder les domaines scientifiques qui sont explorés par les publications, les revues qui ont publié les articles en question. Et on voit que la plus grande part, 28%, sont des revues de sciences de l'éducation. Après quoi, on va trouver des revues plutôt sur le business and management, parce que le capital psychologique est un concept qui est beaucoup utilisé dans ce domaine-là. Pas forcément en lien avec le bien-être, mais en tout cas dans ce domaine-là, il est beaucoup utilisé. La psychologie sociale, la psychologie au travail, et puis après d'autres catégories qui sont plus anecdotiques, comme par exemple la psychologie expérimentale ou encore dans le domaine du sport, des loisirs et du tourisme. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde un petit peu le profil des sujets qui sont étudiés dans ces différents articles, eh bien, selon une classification des groupes socio-économiques, la classification européenne des groupes socio-économiques, eh bien, on voit que la majeure partie des sujets appartiennent à des professions intellectuelles, et la première qui est représentée, c'est les enseignants. Donc on est toujours bien dans un sujet
qui va être majoritairement concerné par les sciences de l'éducation. Et puis alors, en dessous, j'ai mis aussi en évidence, on a presque 9% des sujets qui sont des étudiants. Et dans les étudiants, on peut entendre toute une catégorie de personnes, ça va de l'enfance jusqu'aux adultes en reprise d'études. Quand on regarde un petit peu les approches méthodologiques qui sont utilisées pour étudier ce sujet, eh bien, on se rend compte qu'on a énormément d'études quantitatives, ce qui n'est pas idiot étant donné qu'on avait cherché une mesure à un moment donné du bien-être, donc forcément on va se retrouver avec des études quantitatives. Mais par contre, on a très peu d'études mixtes ou alors d'études qualitatives qui vont ressortir dans cette étude-là. On voit aussi que la plupart du temps, ce sont des prises de mesures uniques. Il y a une fois un test auto-rapporté, de mesures auto-rapportées qui va être fait. Parfois, ça arrive moins souvent, 5 fois c'est arrivé, il y a plusieurs prises de mesures, 2 ou 3, dans le temps. Alors, on voit que la manière de conceptualiser le bien-être dans toutes ces études est assez différente. On a un petit peu trié toutes les variables qui avaient été utilisées. On voit par exemple qu'on peut étudier le bien-être en général, un bien-être plutôt subjectif, psychologique, juste un bien-être matérialisé par des relations positives ou par l'engagement. Et puis alors on voit dans la colonne de droite bien toutes les échelles de mesure, qui sont les échelles psychométriques qui sont utilisées. Et puis alors si on regarde un petit peu les occurrences tout à droite, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus dans la manière d'étudier le bien-être en rapport avec le capital psychologique. Le capital psychologique, il n'y a pas beaucoup d'échelles psychométriques pour le mesurer, mais le bien-être, il y a toute une variété et il n'y a pas de méthodologie qui ressort. À côté de ça, on a aussi constaté qu'il y avait d'autres variables en dehors du bien-être qui étaient questionnées. Ça dépendait un petit peu de l'objectif des auteurs des différents articles. Par exemple, certains articles investiguaient la dépression, le stress, le burn-out, dans une perspective plus complète de l'étude du sujet. Au niveau des résultats qui sont rapportés par tous ces articles, eh bien, ils sont difficilement comparables et généralisables. Vous comprendrez bien qu'à partir du moment où toutes les échelles de mesure sont différentes, où il n'y a pas une méthodologie qui ressemble à une autre, c'est assez difficile de faire une comparaison. Par contre, si je dois faire une synthèse, eh bien, on retrouve des liens corrélationnels positifs et statistiquement significatifs entre le capital psychologique et le bien-être, dans toutes les études. Cette corrélation, elle est plus ou moins faible selon la population étudiée, selon les instruments utilisés. Il y a aussi de nombreux liens prédictifs dans des modèles de prédiction qui sont établis, mais ces modèles intègrent à chaque fois des variables qui sont différentes d'un modèle à l'autre, et donc c'est impossible de présenter des résultats qui sont comparables et évaluables. Et c'est ce que j'explique ici, c'est le fait d'avoir donc des méthodologies qui sont si différentes, eh bien ça impacte un petit peu, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En même temps, le scoping review en lui-même ne nous engage pas forcément à aller plus loin. On a déjà le renseignement qu'on voulait, c'est-à-dire comment ces études sont étudiées, sans consensus. Alors, si maintenant on agrandit et qu'on prend un petit peu la focale des adolescents et des enfants, eh bien, il y a 8 études parmi les 33 études dont je vous ai parlé. Il y en a 8 qui concernent, ça dépend, certaines, c'est plus ou moins toujours la même classe d'âge, ça va entre 9 et 20 ans, mais parfois ils sont déterminés comme étant des élèves, parfois on parle d'eux comme étant des étudiants, et puis parfois on parle d'eux tout simplement comme étant des adolescents. Donc il n'y a pas forcément, encore une fois, une manière de les étudier qui revient plus qu'une autre. Ça concerne 3325 sujets, les constats que je vais vous donner ici. Et à l'instar de ce qui a été présenté avant de manière générale, eh bien, il y a des liens corrélationnels et prédictifs systématiquement positifs entre le PsyCap et différentes conceptions du bien-être, un bien-être subjectif, le flourishing ou le bien-être PERMA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis alors, quand on étudie PsyCap et bien-être chez les jeunes, eh bien, qu'est-ce qu'on étudie à côté de ça, ce qu'on regarde encore à côté? Eh bien, les études s'intéressent notamment aux émotions positives qu'ils ressentent. C'est arrivé à 2 reprises, les autres à une seule occurrence. Leur engagement académique, le bonheur, leur satisfaction de vie, le sentiment d'appartenance à l'école. Donc c'est vraiment beaucoup lié au lieu dans lequel ils se trouvent.
ou à leur lieu de travail, entre guillemets. À côté de ça, au niveau des variables négatives, l'anxiété, la dépression, le stress, mais le stress académique, les émotions négatives et la solitude. Alors, si on devait reprendre les enjeux que je vous ai, les petites questions de recherche que je vous ai données au début, quels sont les enjeux épistémologiques et méthodologiques? Eh bien, voilà, on s'est rendu compte que finalement, ce sujet concernait vraiment fort les sciences de l'éducation, et donc c'est peut-être justement une invitation à poursuivre la recherche dans ce domaine-là, à voir un petit peu ce qu'on peut en retirer pour l'éducation, et peut-être même pour l'éducation au bien-être des jeunes. Que les méthodologies donc reflètent une certaine diversité du bien-être qui est vraiment, la littérature nous le dit, un concept multidimensionnel et vraiment très peu facilement définissable. Donc peut-être, alors je n'appelle pas forcément à un consensus ou à une réunion des idées sur ce plan-là, mais comment étudier quelque chose qui est si vaste, c'est un petit peu complexe, et qui a aussi une nécessité peut-être de consolider la recherche au moyen de méthodologies qui sont assez explicatives, parce que le Scoping Review a montré qu'il y avait un manque de ce côté-là. Il y a beaucoup de quantitatifs, mais il y a assez peu de qualitatifs explicatifs pour documenter le sujet. Et quand on regarde les résultats du scoping, ces résultats qui nous montrent qu'il y a à chaque fois des liens positifs entre le développement du capital psychologique et le bien-être, eh bien, ces éléments-là sont assez encourageants puisqu'ils sont à chaque fois relativement positifs. Et donc, quelque part, ça peut permettre de voir des opportunités pour développer des interventions qui ont pour objet le bien-être des jeunes. Et puis, bon, dans notre scoping, on avait toutes sortes de catégories d'individus, donc le bien-être en général. Alors, comme tout travail, celui-ci présente ses limites, même si on a essayé de faire un maximum d'actions pour les restreindre. Des limites peut-être qui sont particulièrement liées à la méthodologie du scoping review, c'est-à-dire que le choix des bases de données va impacter la teneur des résultats. À partir du moment où on a été regardé dans des bases de données sur les sciences de l'éducation, on va forcément trouver des articles en rapport avec l'éducation. Si on avait regardé par exemple des bases de données sur la médecine, en plus de ça, en complément, et c'est peut-être un prolongement que l'on pourrait faire d'ailleurs, eh bien, on aurait sans doute des résultats qui seraient peut-être un petit peu plus dispersés. La manière dont on a choisi de coder, les critères que l'on a choisis pour coder les variables sont forcément empreints d'une certaine subjectivité. Et puis le codage lui-même est aussi une activité subjective, même si on s'y est mis à plusieurs et qu'on a essayé d'objectiver un maximum notre démarche. Et puis alors, finalement, comme le concept de capital psychologique appartient à la psychologie positive, il y a tout un champ, tout un pan de la psychologie traditionnelle qui s'intéresse au désordre, au stress, au burn-out, à la dépression et tout ça, qui n'est pas forcément mis en avant, et on a des résultats qui sont très positifs, mais peut-être parce qu'on trouve ce qu'on cherche. Donc voilà, il faut regarder un petit peu aussi à quel point notre méthodologie vient impacter. Ça n'enlève pas la pertinence des résultats que nous avons trouvés, mais il ne faut pas forcément considérer que ça réduit la réalité à ça. Et donc voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si vous en avez, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'hésite pas à faire un petit peu de pub pour le service EDUSA, et notamment son site edusa.be, où vous retrouverez justement toutes sortes d'informations sur cette recherche-là, mais aussi sur plein d'autres recherches, notamment liées au développement, à la psychologie du développement, et dans le domaine des mathématiques en particulier. Je vous invite aussi à aller voir mon collègue Romain qui se tiendra ici en fin d'après-midi pour en parler. Voilà. Bonjour à tous. Alors, avec mon collègue Philippe Gay, on va vous présenter un prémisse d'analyse de résultats sur un projet de recherche qui s'appelle Transformation et qui a pour une partie de l'objectif, en tout cas ce qu'on vous présente aujourd'hui, de savoir comment est-ce qu'on peut faire de l'EDD, donc l'éducation en vue d'un développement durable en classe, sans venir créer ou exacerber de l'éco-anxiété chez nos élèves. Donc, on s'est rendu compte que dans la littérature, ou même dans ce qui ressort, on va dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de références à un mal-être qui est lié au changement climatique et au fait que la société et ou les politiques ne changent pas suffisamment vite. C'est ce qu'on peut retrouver, donc, je pense que vous connaissez Greta Thunberg, c'est aussi le cas pour Elisabeth. Et puis on l'a trouvé dans des travaux de psychologie,
aussi des recherches qui montrent justement que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, ce mal-être chez les jeunes. Comme on peut voir, 77% de jeunes de 16 à 25 ans qui trouvent le futur effrayant. Donc en fait, tout ça, ça nous a questionné de savoir comment est-ce qu'on parle d'éducation et développement durable, qu'est-ce qu'on en fait, et puis surtout, qu'est-ce que c'est que cette éco-anxiété? Est-ce qu'on peut l'utiliser, la gérer? Est-ce qu'on peut la canaliser? Donc peut-être juste pour reposer quelques bases, l'éco-anxiété, on va dire des sentiments difficiles qui naissent par rapport au contexte dans lequel on vit aujourd'hui, qui est assez incertain, complexe et anxiogène. On peut aussi trouver dans la littérature avec Hickman et al. 2 facteurs qui vont caractériser l'éco-anxiété. Le premier, ça va être le fait de voir justement qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, et puis on peut de plus en plus aussi observer directement les conséquences de ces changements climatiques. Donc là, je vous ai mis un graphique qui montre ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont pour la plupart déjà plus ou moins dépassées, ou en tout cas qui sont dans un niveau incertain. Ce niveau incertain qui crée encore plus d'anxiété, notamment sur le fait que ce soit des phénomènes complexes et donc où il y a beaucoup d'interactions qui viennent se mêler. Et puis le deuxième facteur, c'est ce que j'évoquais un tout petit peu au début, c'est la colère face à l'inaction des dirigeants politiques. Donc on voit que sur cette thématique de l'éco-anxiété, il y a plusieurs sentiments, plusieurs émotions qui se dégagent, et donc de savoir un petit peu lesquels ont quels impacts quand on traite d'éducation et développement durable en classe. On a aussi fait un petit flashback en arrière, et puis on est revenu en 87 avec le rapport de Brundtland, Our Common Future, où on donnait la première définition de ce qu'est le développement durable, en disant que le développement durable, c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, mais sans compromettre les générations futures à répondre à leurs besoins. Or, a priori, de ce qu'on entend, c'est pas vraiment le cas, c'est pas réussi. Et donc, on s'est demandé, en 2023, quid de cet avenir pour tous? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les jeunes sont vraiment, en tout cas, notre public en Suisse romande est d'accord avec le fait qu'il y a problématique et que les générations passées n'ont pas vraiment conservé ce qu'il leur fallait pour répondre à leurs besoins? Pour ça, on a établi un questionnaire, mais Philippe reviendra dessus un peu plus tard. Et il y avait une question qu'on adressait à nos jeunes, donc de la 5H à la 11H, qui était: si tu avais une baguette magique, qu'aimerais-tu transformer ou modifier pour que le monde aille mieux? Donc l'idée était vraiment de donner une problématique qui semblait générale pour ne pas forcément influencer des réponses directement liées à l'éducation au développement durable ou aux problématiques liées au développement durable. On se rend compte quand même que malgré quelques réponses plutôt fantaisistes qui aimeraient faire revenir les dinosaures ou bien avoir des dragons ou des super pouvoirs pour voler ou être super bons à l'école, on a quand même énormément de nos réponses qui vont s'ancrer directement dans ce contexte-là. On a pu en dégager 3 catégories. La première qui nous vient, ça va être de vouloir diminuer ou supprimer la pollution ainsi que toutes ses causes et ses effets. Donc, des fois, c'est simplement dit on voudrait supprimer la pollution, mais des fois, c'est des exemples plus précis de causes ou de conséquences. On aimerait supprimer les plastiques qui sont dans les mers et les océans, par exemple. La deuxième catégorie qu'on a pu identifier, c'est tout ce qui va être un petit peu plus lié au social, qui va être de réduire ou de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre et ou d'injustice. À noter quand même que ce questionnaire a été donné pour la première fois, plus ou moins au moment du démarrage de la guerre en Ukraine. Donc même si c'est des problématiques qui touchent les jeunes, là c'était vraiment quelque chose qui était très 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 marqué. Et puis la troisième catégorie qu'on a eue, c'était le fait d'éradiquer les maladies, notamment le coronavirus. On était encore relativement impacté à ce moment-là aussi, et puis la pauvreté. Donc on se rend compte que ces jeunes, ils sont quand même très conscients de ce qui se passe, et puis s'ils avaient une baguette magique, leur premier souhait, ça ne serait pas forcément justement d'être le meilleur, d'avoir de l'argent ou d'avoir ce qu'ils veulent, mais vraiment de changer la planète, de changer des choses qui sont potentiellement impactantes pour leur avenir. On s'est donc demandé quels sont les freins et les leviers qu'il faut considérer, qu'il faut prendre en compte quand on fait de l'éducation en vue d'un développement durable pour essayer de limiter le développement de l'éco-anxiété chez nos élèves et plutôt de les encourager à un passage à l'action, au fait de s'engager dans des comportements pro-environnementaux ou en tout cas
d'avoir envie de faire quelque chose pour éviter la paralysie qui peut advenir quand on est éco-anxieux. Et donc je fais le petit clin d'œil à un article qui va paraître prochainement dans l'Éducateur qu'on a appelé « Et si l'éco-anxiété devenait le super pouvoir pour sauver la planète ?» Donc voilà, c'est aussi notre question. Est-ce qu'on peut se servir de cette éco-anxiété qu'on voit déjà naissante dans nos classes? Est-ce qu'au contraire, il faut la réprimer? Très rapidement, pour poser un petit cadre théorique, je vais revenir sur la notion de développement durable, puis de quel développement durable on a décidé de parler dans cette étude. L'idée du développement durable, je pense que vous connaissez à peu près tous ce schéma des 3 sphères où on voit les sphères écologiques, économiques et sociales, et où le développement durable serait à l'intersection de ces sphères. Le problème, c'est que ça laisse sous-entendre que les 3 sphères ont le même poids et qu'on doit les considérer de la même manière. Or, avec le schéma que vous aviez déjà vu un petit peu précédemment, qui est celui des limites planétaires, on se rend compte qu'on vit dans un monde où les ressources sont finies et que si on continue à les exploiter, il n'y en aura plus. Donc ces limites planétaires, finalement, elles deviennent un cadre structurant, elles sont prédominantes sur les autres sphères. Du coup, pour garder ces 3 sphères qui sont quand même très explicites et dont tout le monde a connaissance, l'idée c'est de les réorganiser et de passer de cette vision faible à ce qu'on appellera une vision forte. Et donc pour ça, ça va être donc de réorganiser ces 3 sphères en prenant l'écologie comme cadre structurant de ce concept de développement durable, écologie dans laquelle on va pouvoir développer des sociétés, et ces sociétés vont pouvoir à leur tour développer des modes économiques. Il y a forcément encore des interactions entre ces différentes sphères, et on peut, pour faire le lien aussi avec le rapport Brundtland, l'inscrire dans une échelle de temps et d'espace qui sont de savoir entre hier, demain, et puis le local et le global. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision forte du développement durable et dans laquelle on s'est inscrit. Cette vision forte, elle essaye d'amener à une transformation sociétale, à des changements de mode de vie, et donc à l'action. Donc on revient un petit peu à cette idée qu'il va falloir aider les élèves à s'engager dans des actions. Du coup, comment faire de l'éducation au développement durable en classe ? On est parti sur une idée qui résume assez bien ce qu'on a mis en place et qui est issue de la réflexion de Bruno Latour en 3 étapes. La première, c'est de définir où est-ce qu'on en est, donc donner aux élèves les clés pour comprendre ce qui se passe et donc leur donner des données scientifiques, par exemple les rapports du GIEC. Dans un deuxième temps, c'est de leur demander où est-ce qu'ils aimeraient aller, justement cette idée de baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait pour que qu'est-ce qu'on aimerait comme monde meilleur, de pouvoir le définir pour soi, mais aussi ensemble, collectivement. Et puis seulement en 3e étape, comment est-ce qu'on y va? C'est là qu'on va définir des actions, qu'on va mettre en place des projets pour y arriver. Donc tout ça, ça nous a amené à donner un petit peu cette grande phrase, comprendre pour agir ensemble. Et il est souvent donné dans la littérature que pour agir, il faut être compétent, et quand on a des compétences, on peut agir. Donc on s'est un petit peu questionné sur cette notion de compétence, comment est-ce qu'on peut le mettre en place à l'école, quelles compétences peuvent être intéressantes pour l'éducation au développement durable. Donc on a défini un modèle où il y a 3 types de compétences, les compétences cognitives, socio-émotionnelles et métacognitives, et puis on les a mises pour les travailler en classe dans des ressources qui sont les ressources transformation, dont Philippe pourra parler un petit peu plus tard. Et je crois que je peux laisser la parole si tu veux. Présente juste les classes. Tu veux que je présente les classes? Donc par rapport au cadre méthodologique, on est en Suisse romande, on avait 14 enseignants et enseignantes volontaires dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne et Vaud. Et puis ça nous a donné un total de 319 élèves qu'on a pu toucher dans 14 classes, de la 5H à la 11H, avec à peu près un enseignant par classe. Des fois, on avait des enseignants qui se répartissaient les matières, mais c'était, je crois, que pour une classe. Je continue, Les étapes qu'on a mis en place, du coup, pour cette méthodologie mixte, c'était, on faisait passer un entretien à l'enseignant avant, et on donnait le questionnaire aux élèves aussi avant, puis on leur donnait ces ressources transformation. Les ressources transformation, donc, qui sont en fait une pédagogie de projet clé en main, où on va accompagner l'enseignant sur l'idée de traiter une thématique qu'on appelle un peu question socialement vive,
Là, on avait pris l'exemple de l'eau, en parlant de la thématique de la mer d'Aral, pourquoi l'eau a disparu, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis l'idée, c'était pendant cette pédagogie de projet de leur permettre de travailler des compétences, donc les 3 types que j'ai nommés juste avant, cognitives, socio-émotionnelles et métacognitives, et de permettre aux élèves de s'auto-évaluer sur ces compétences, sur ce qu'ils ont fait, et d'en discuter dans un processus de co-évaluation avec l'enseignant. Donc pendant cette pédagogie de projet, on avait donné des grilles d'évaluation aux enseignants, des grilles d'auto-évaluation aux élèves, et puis voilà, ils pouvaient ensuite confronter leurs idées, débattre si oui ou non l'élève s'était bien évalué. Et à la fin, on refaisait un entretien avec l'enseignant pour voir si justement ses conceptions avaient évolué ou pas, est-ce qu'il avait pensé des ressources. Et puis on redonnait le questionnaire au moins une fois, et quand c'était possible, même une deuxième fois, un mois plus tard, aux élèves pour voir si eux aussi avaient eu une évolution dans leur manière, on va dire, de concevoir un petit peu le développement durable et puis de se voir eux-mêmes. Merci Noémie. Donc une grosse étude plutôt exploratoire, descriptive. On n'a pas de groupe de contrôle, on a uniquement suivi les élèves qui avaient, les classes qui avaient suivi ces ressources transformation, qui avaient mis ça en place dans leur classe. Et donc, on a comparé à différents temps de mesure les réponses en particulier à ces questionnaires, un long questionnaire avec des questions ouvertes dont Noémie a parlé. Vous voyez la question 1 par exemple. Pour toi, le développement durable, ça veut dire quoi? Voir s'il y avait un changement entre différents temps de mesure. Est-ce qu'il disait des choses plus subtiles, peut-être dans un deuxième temps, voire dans un troisième temps. Et puis cette idée avec la baguette magique de qu'est-ce qu'il voudrait faire pour changer le monde. Et puis on a quand même une partie aussi quantitative où on a construit, on a un peu bricolé un questionnaire pour essayer d'évaluer notamment le sentiment de compétence, en se disant, tiens, est-ce qu'on développe un sentiment de compétence à l'école en faisant une pédagogie de projet? Et puis des choses plus autour de l'éducation au développement durable, à savoir est-ce que on a développé, on a permis de promouvoir des envies d'agir ou des sentiments de compétence en lien avec l'action pour le développement durable. Alors, on sait que les programmes de prévention ne sont pas tous très, très efficaces. Parfois, ça peut être contre-productif. Donc, ça nous paraissait important de voir est-ce qu'on peut améliorer ça ou au moins est-ce qu'on peut ne pas les détériorer. Et en l'occurrence, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, en l'occurrence, on voit qu'il n'y a aucun changement significatif dans les classes. Il y a des choses qui bougent un petit peu. On est encore en train de faire différentes analyses. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il n'y a pas de détérioration. On aurait pu avoir peur qu'en parlant d'écologie et du monde qui va mal et de tout cet appauvrissement des ressources, on a vu certains élèves qui se décomposaient, mais pour qui c'était difficile de prendre conscience de certaines choses. Au moins, on ne les a pas trop traumatisés. Voilà, pour conclure peut-être, Noémie. Il nous reste quelques minutes. Ouais. 1 minute. Très rapidement. L'idée, c'est de justement pouvoir peaufiner un petit peu ces analyses pour voir si on arrive à avoir des leviers plus spécifiques, avoir peut-être des facteurs qui sont plus sensibles à cette éco-anxiété. Est-ce que juste le sentiment de compétence a pu évoluer indépendamment du reste? Est-ce qu'au contraire, on a plutôt agi sur la volonté de se mettre à l'action ou sur le côté empowerment des élèves? Et puis justement par rapport à ça, on a lu un papier récemment d'Innocenti et al. Qui travaille sur le sentiment d'efficacité personnelle et de son lien direct et indirect avec l'éco-anxiété et puis les actions pro-environnementales. Donc voilà, essayer de retravailler un petit peu ce questionnaire, d'éventuellement le retester, le retravailler pour en faire une méthode plus solide et puis plus fiable peut-être aussi. Et puis je crois que j'arrive gentiment au bout du temps, donc je ne vais pas prendre plus de temps, je vais vous remercier. Puis si vous avez des questions, on essaye d'y répondre volontiers. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alaric Colère, mais pardon, j'ai rien à voir avec le Colère qui a écrit une biographie pour ceux qui étaient là ce matin à la présentation de Mark Radcliffe. Sinon que je l'ai rencontré, mais je n'ai pas écrit de biographie sur Piaget, pour éviter tout malentendu. Donc moi, mon point de vue aujourd'hui, ce sera de vous parler d'une typologie que je suis en train de construire. C'est un travail de longue haleine, vous comprendrez pourquoi, et qui concerne alors surtout les enseignants. C'est pour ça que je l'ai intitulé, disons, à l'usage des enseignants, mais ça pourrait aussi, bien entendu, être à l'usage des psychologues de manière plus générale, voire même, on verra, à l'usage peut-être des personnes impliquées dans l'analyse des médias, vu que j'ai choisi un exemple aujourd'hui dans les théories du complot.
parce que cet usage, pour moi, il est important au sens où c'est une typologie, donc c'est un travail théorique que je vais vous présenter et non pas un travail empirique, mais qui a pour ambition, disons, d'être utilisable sur le terrain par des praticiens et des praticiennes. Voilà, donc je vais commencer par montrer un petit peu les cadres théoriques existants. Voilà, excusez-moi, je n'étais pas tout à fait encore en position. Donc je vais commencer par parler un tout petit peu des cadres théoriques existants et puis ensuite montrer surtout les enjeux d'une typologie des connaissances. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil théorique comme ça qui peut vous paraître un petit peu étonnant et puis après, très brièvement, donner un aperçu de ce que je suis en train de construire. Donc la question, c'est celle de savoir de quoi on parle. Parce que ce soit dans le plan d'études roman, pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers avec ça, on utilise un vocabulaire assez varié, on parle de savoir, de connaissances, de capacités, ou dans d'autres milieux, même au niveau académique d'ailleurs, on a aussi des termes qui sont peu stabilisés, on a aussi un peu des effets de mode, comme actuellement l'approche par compétences, mais de manière un petit peu provocatrice, j'aurais envie de dire, il suffit un peu de remplacer le mot connaissance par compétence dans ces discours et tout se passe bien, tout va bien, alors que finalement on aurait souhaité que ce soit un peu une forme de révolution dans la manière d'enseigner et de construire les compétences, connaissances, capacités des prochaines générations. Dans les définitions de la compétence, on a cette idée que c'est un ensemble complexe, mobilisé en situation, spécifique à un domaine, mais on n'entre pas vraiment dans le détail. On a aussi le problème du rattachement à la psychologie cognitive, qui souvent, sous l'influence de l'anglais, parle plutôt d'habileté, les skills, et puis le problème aussi de traduction de connaissances ou savoirs, nuances que l'on fait parfois, notamment dans les didactiques disciplinaires en langue française, qui ne passent pas en anglais. Si on regarde un tout petit peu dans l'histoire de la littérature, on voit que Piaget utilisait justement les savoirs pour ceux des élèves et les connaissances pour celles qui étaient instituées. Et dans les didactiques disciplinaires, les sciences d'éducation, désormais, on fait l'inverse. Piaget avait en plus un concept supplémentaire qui était la connaissance au singulier, que l'on n'utilise plus. Et donc on a une évolution ici aussi un peu historique sur ces termes qui rend la chose peut-être encore plus compliquée. Donc sur les cadres théoriques existants, sans avoir fait une revue systématique de la littérature, on est surtout confronté, quand on discute de la connaissance des savoirs, au modèle des sciences cognitives dominant du traitement de l'information, qui d'ailleurs n'a jamais très bien conceptualisé information. Ça fait partie d'un postulat qui lui-même n'est pas remis en question. Il y a une très belle critique de Jodelet sur cette question-là dans son ouvrage sur la folie. Et notamment qui pose aussi le problème de négliger complètement le média symbolique, tout ce qui est de l'ordre de la sémiotique, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de naïveté que l'information, elle se donne telle qu'elle, pour tout le monde, la même chose, quelle que soit finalement la forme par laquelle elle va se matérialiser ou se communiquer. Elle néglige aussi le sujet dans le sens où finalement on fait fi du problème de l'interprétation, puisqu'on a l'impression que l'information va rester la même une fois qu'elle est transmise d'une personne à l'autre. On a bien entendu le cadre de l'épistémologie génétique de Piaget, mais qui a aussi là eu des critiques, mais notamment sur sa focalisation sur les dimensions logiques et puis sur le rôle du langage qui n'était pas convaincant. Effectivement, la partie logique des prédicats du projet piagétien n'était sans doute qu'un premier essai. En tout cas, la littérature est assez critique à ce sujet-là. Et donc, ça nécessite de reprendre un petit peu l'ouvrage sur le métier. Alors pourquoi est-ce que ça vaut la peine de reprendre ce travail-là ? C'est qu'en fait, on constate très souvent, en particulier dans la pratique des enseignants, de forts décalages entre leurs intentions, qu'est-ce qu'ils aimeraient que leurs élèves apprennent, acquièrent à travers les activités, les cours, et le vécu, voire la réalité psychologique, les faits psychologiques, si je puis m'exprimer ainsi, que l'on pourrait constater avec des outils de recherche.
Ici, c'est un petit exemple qu'on m'a raconté, voilà, des élèves qui ont travaillé à des tangrammes et bien entendu dans l'objectif et dans l'esprit de l'enseignante, il s'agissait de faire de la géométrie et puis les enfants en ont surtout retenu qu'ils ont appris à découper au ciseau, ce qui en soi n'est pas mauvais ou inutile évidemment, en particulier à notre époque où ils apprennent surtout à toucher des écrans tactiles, mais ce n'est pas tellement l'intention ici des enseignants. Et on a donc assez fréquemment des différences de ce type-là. On a aussi une certaine naïveté sur le fait que le choix des tâches ou de la manière de travailler en classe pourrait sembler qu'une question de l'ordre du pédagogique, c'est-à-dire se dire est-ce que les élèves apprennent davantage, moins bien, est-ce qu'ils sont plus motivés, moins motivés, et on ne se pose pas tellement la question de savoir si les connaissances vont être différentes quand on leur propose des tâches différentes. Ici, vous avez un exemple un peu typique de texte à trous, mais je vous garantis que c'est encore utilisé dans certaines écoles, hein, malgré son côté désuet. Où effectivement, si on travaille ici un sujet qui est traité au secondaire, l'explication du baby-boom à travers des graphes sur l'évolution démographique de la population, on va avoir finalement des connaissances d'un type très différent que s'il s'agit d'apprendre à commenter ou de devoir commenter un graphique proposé par l'enseignant à ses élèves, où il va y avoir voilà, des compétences ou des connaissances liées à la lecture du graphe, une compétence d'interprétation, de réflexion que l'on n'aura pas dans le texte à trous qui très rapidement finit par être un petit peu un jeu de devinettes où on cherche à décoder les intentions de l'enseignant. Donc mon hypothèse ici, c'est que ce choix des tâches va avoir une incidence très concrète sur les connaissances travaillées. J'ai donné quelques petits exemples rapides pour montrer que même si on donne le même mot, hein, ici je parle de l'univers par exemple, voilà, on peut le définir avec Wikipédia, ou bien on peut essayer dans un jeu de Scrabble ou autre jeu de ce type à trouver un mot qui commence par la lettre U et dont toutes les lettres sont différentes. La connaissance nécessaire ou la compétence nécessaire, volontairement j'utilise les deux termes, à répondre à ces deux questions ne seront pas les mêmes. Donc comment est-ce qu'on peut en fait décrire cette différence, comment est-ce qu'on peut l'aborder et y réfléchir. Autre exemple, on peut vous demander, savez-vous faire la fondue? Et puis peut-être que face à un claquelon et aux ingrédients idoines, vous maîtrisez très bien le processus et arrivez à servir vos invités. Mais vous n'êtes peut-être pas capable de raconter cette recette pour autant à quelqu'un qui voudrait s'y mettre, qui vient d'arriver en Suisse et aimerait apprendre à cuisiner la fondue. De même, si on vous transmet une recette comme ça, oralement, à travers un média verbal, vous ne serez peut-être pas capable de réussir votre fondue la première fois parce qu'il y a plein de gestes qui ne seront peut-être pas décrits, qui vont échapper finalement à cette connaissance de type verbal. Donc comment est-ce qu'on décrit ces différents types de connaissances ici? Au niveau psychologique, on a visiblement une réalité différente et on n'a pas forcément le vocabulaire pour en parler. Donc je vais essayer maintenant de montrer en quoi voilà, le modèle que je suis en train de construire peut répondre un peu à ces besoins-là. Donc il s'agit, c'est pour ça que je suis venu vous le présenter dans ce colloque, d'un modèle néo-piagétien, c'est-à-dire qui reprend un peu les grandes distinctions de base de Piaget. Vous voyez ici sur ce schéma que j'ai construit avec un collègue, Pascal Caron, pour le présenter aux étudiants. On verra après d'autres schémas un petit peu plus difficiles d'accès, parce qu'on espère dans la formation des enseignants faire utiliser ce modèle. Vous avez les savoirs prédicatifs et les savoirs opératoires, les deux parties du haut du camembert, qu'on a essayé de relier ici à des termes, des notions communes comme savoir et savoir-devenir, et puis en bas les savoir-faire qui, dans le système théorique piagétien, correspond au schème.
Alors ces schèmes, évidemment, ce n'est pas que du sensorimoteur, mais il y a à apprendre à observer. Hein. J'aime bien donner l'exemple du capot de la voiture. Si vous n'êtes pas mécanicien, vous voyez une espèce d'englobement de tuyaux et de machinerie. Mais si vous êtes un mécano, vous voyez une pompe, un refroidisseur, des cylindres, etc. Donc ces schèmes sont à la fois perceptifs, moteurs, mais ils sont aussi sociaux. Donc ça n'exclut évidemment pas les apprentissages sociaux. Ils sont aussi émotionnels, etc. etc. Donc on a là un peu les trois grandes catégories et qui vont au-delà de la distinction savoir déclaratif et procéduraux des sciences cognitives qui, quelque part, font l'impasse sur les opérations et posent d'autres problèmes de distinction. Et puis on a surtout, et ça a été le travail de Vergniaud par la suite, le concept qui est central dans cette typologie, central au sens où c'est à travers le concept qu'on arrive à relier les différents types de connaissances. L'idée de ce schéma, c'est aussi de rendre compte d'une réalité psychologique, c'est que ces connaissances au niveau des schèmes, des connaissances prédicatives ou opératoires ne sont pas forcément reliées les unes aux autres. C'est pour ça qu'on peut très bien savoir que ce n'est pas bon de fumer, mais néanmoins continuer de le faire. Il y a une longue tradition de ce genre de hiatus. Et le concept permet finalement de relier ces éléments-là. Puis après, vous avez encore, on l'a placé ici tout autour, les aspects métacognitifs. Donc il y a d'autres manières de présenter finalement la même structure. Vous verrez dans la biographie un article où je commente un petit peu ces graphes que j'ai tenté de produire pour communiquer la typologie. Et puis, on peut essayer ici de caractériser la différence entre connaissances et compétences comme une question de complexité. C'est-à-dire, plutôt que de dire les opposer, on dirait il y a les connaissances apprises par cœur d'un côté, la compétence de l'autre, mais on ne sait pas très bien ce que c'est et on ne sait pas très bien comment l'enseigner. Eh bien, on a évidemment besoin de connaissances pour arriver au niveau de la compétence et on peut finalement, par couches successives, arriver à des connaissances qui sont plurielles, organisées, voire des connaissances d'ensemble. Piaget aimait bien parler de cette idée qu'une fois qu'on avait vu l'ensemble, on revoyait chaque élément différemment, hein, la fameuse abstraction réfléchissante. Et à partir de ce niveau-là, on peut parler de compétences, mais on voit bien que c'est une construction progressive. Alors, pour les exemples d'usage, ça permet de faire la distinction ici entre apprendre le calendrier en ayant justement un mode symbolique ou sémiotique de présentation qui est sur une feuille de papier en tableau, ou bien d'avoir ce petit appareil que l'on peut tourner et qui va nous dire si le 25 mai 2025 sera un jeudi ou un vendredi. Et là, avec le fait de devoir produire une opération, finalement, de déplacer les disques et de pouvoir revenir en arrière, une opération concrète, on va avoir une vision beaucoup plus opératoire de ce que signifie la mise du temps en calendrier que ce n'est le cas avec l'autre mode de présentation. Mais on peut trouver des usages aussi au-delà de l'enseignement. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter un extrait d'une vidéo que je qualifierais volontiers de complotiste, j'assume, même si c'est le Daily Mail est donc un média officiel des États-Unis. Mais vous comprendrez pourquoi. Et en fait, dans ce reportage, le reporter essaye de nous faire comprendre que parce que les tenants de la théorie du genre ne savent pas définir ce qu'est une femme, la théorie du genre ne tient pas la route. Alors, accrochez-vous, je vous montre ce petit extrait. Ça devrait démarrer normalement. So how do I know? Yeah, Matt, that question right there, like that question is like when it's asked with a lot of curiosity, right? That's the beginning of a lot of people's like gender identity development journeys. If my mom who gave birth to me is a woman, and my wife is a woman, though I haven't asked her, maybe I should. But if they're all women, and also the boy who sits down with you and says, I think I'm a girl, actually is one, then what is a woman? Yeah. Great question. I'm not a woman, so I can't really answer that. I thought therapy would make me less confused. Am I the only one feeling this way? I need to hit the road and find out.
talking about gender in society, let me start with a real basic question. What is a woman? I don't want to assume, but you guys are all women? We're women. So how would you define it, like in the simplest terms? That is hard. Yeah, it is. It is a stumper. A woman is someone that likes to be pretty and think of themselves as a delicate creature. I'm pretty indelicate. Okay. I could be a woman too. Yes, you could. Defining womanhood is just a project of someone who identifies as a woman. Yeah, but what do they identify? You see what I'm saying? What do they identify as? They identify as a woman, but what is that? I honestly don't know. Voilà, donc j'ai essayé de reconstituer un peu le cheminement de pensée qui est induit par ce reportage sur la droite, avec cette argumentation que vu que vous ne savez pas définir ce qu'est une femme, alors en fait vous ne savez pas ce que c'est, et donc votre théorie du genre ne tient pas la route. Et pour moi c'est extrêmement simple à désamorcer en disant il confond les connaissances prédicatives avec la connaissance conceptuelle. Moi je peux avoir le concept d'une femme qui est lié à mes expériences personnelles, à ma culture, mon éducation, sans être capable de donner une définition verbale. On connaît bien le problème en philosophie, les définitions verbales, on n'en a jamais des qui satisfont tout le monde, et donc c'est pas ça le problème. Mais j'ai des amis pour qui c'est inextricablement compliqué en fait de faire la part des choses, et parce qu'on n'est pas du tout équipé pour discuter de ce que sont les connaissances, et c'est une des raisons pour moi ici aussi de proposer cette typologie. Donc ça, c'est une autre façon de le dire, aussi assez imagée, c'est qu'au niveau du concept aussi, puisqu'on parlait du concept de femme, ici c'est le concept de chaise, mais pour prendre un exemple plus simple, vous voyez ce que Piaget appelait l'abstraction appauvrissante, où la chaise n'est finalement que le plus petit dénominateur commun de tous les objets chaises, et puis vous avez une vision de quelqu'un qui a vraiment un concept de chaise, puisque c'est un artiste créateur, designer, et qui a permis de faire une chaise sans avoir 4 pieds, par exemple. Donc on voit bien ici que le problème de la connaissance lui-même est important et ne passe pas uniquement par la définition verbale. Dans l'éducation, dans l'enseignement, ça impliquerait d'ajouter une colonne à ce processus de transposition didactique qu'on nous présente souvent comme passer des savoirs tels qu'ils sont décrits dans le curriculum à des objectifs que l'enseignement a comme intention, à une description des apprentissages effectifs qui sont souvent justement confondus avec les objectifs. Parce qu'on aimerait que les élèves apprennent ceci, on pense qu'ils le font. Mais on a besoin en fait d'un autre cadre théorique et d'un autre vocabulaire pour parler en fait des acquis et des connaissances construites par les élèves. Vous voyez que la littérature à ce niveau-là, elle induit beaucoup à la confusion. On trouve par exemple dans la taxonomie de Bloom le terme connaissance, alors qu'il s'agit d'objectifs très clairement, c'est même dans le titre de l'ouvrage. Dans les manières d'apprendre les mathématiques, par exemple, vous avez tous eu ces procédures qu'on présente des fois faussement comme des algorithmes, il ne s'agit pas de ça, où on doit finalement répartir les chiffres sur la feuille d'une certaine manière pour pouvoir faire son addition en colonne ou sa soustraction en colonne, sa multiplication en colonne. On apprend autre chose au moment où on travaille comme ça que quand on est libre finalement de produire les traces écrites que l'on souhaite selon la manière dont nous on instrumentalise le langage pour faire des opérations mathématiques. Donc ici, dans la façon A de régler le problème de la multiplication trop complexe à faire en une fois, vous avez une factorisation au niveau des opérations et puis des concepts de commutativité, de distributivité qui sont indispensables pour réussir, tandis que dans l'autre manière de faire, on peut très bien réussir son 4 ou son 5 de maths sans avoir besoin d'acquérir ces connaissances-là. Pardon, j'ai oublié, il faut me dire quand pardon, j'ai oublié de déplacer les diapos. Donc, en conclusion, l'idée de cette typologie, c'est d'éviter les confusions entre les points de vue, entre les intentions des enseignants et ce que les élèves ont vraiment construit comme connaissances. C'est de choisir des tâches pertinentes, c'est de valoriser une diversité de types de connaissances à l'école aussi, sans devoir entrer dans des théories fumeuses des intelligences multiples.
d'évaluer de manière différenciée, d'identifier et remédier à certaines difficultés en étant directement sur le type de connaissances qui manque, et d'éclaircir, de démystifier certaines fallacies, donc de participer à une formation à l'esprit critique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc bonjour à tous, donc, je suis Fethi Boutella, enseignant en économie-gestion et doctorant en psychologie. Donc je vais vous présenter mon étude, la relation entre l'intérêt et l'évaluation des informations provenant de textes multiples sur Internet chez les élèves ingénieurs. Donc cette étude est inspirée des travaux d'Alexandra List, qui a cherché à examiner le rapport entre l'engagement cognitif et affectif des élèves et l'apprentissage à partir de la lecture de textes multiples. Parce que l'apprentissage à partir de textes multiples est une compétence académique essentielle pour comprendre un sujet complexe. C'est aussi une tâche qui est exigeante sur le plan cognitif et motivationnel. Donc Alexandra List a essayé de valider empiriquement le modèle qu'elle propose, où l'engagement des étudiants s'explique par leur niveau d'engagement affectif avec le sujet et leurs habitudes face à l'évaluation des sources. Donc, nous avons, tout comme List, utilisé 4 documents dont le sujet est peu familier aux élèves, mais avec une particularité, c'est de faire varier la fiabilité des sources, puisqu'il n'est pas rare que quand les étudiants doivent faire une tâche de recherche d'informations sur le sujet entrepreneurial, ils lisent des documents dont les sources sont peu fiables, des informations qui ne sont pas actualisées, ou parfois l'auteur n'est pas expert du domaine, et donc cela ajoute une complexité. Donc il y avait 2 documents présentés qui avaient une forte fiabilité et 2 autres documents qui avaient une faible fiabilité. Alors, notre hypothèse est que ces variables cognitives et affectives corrèlent positivement avec le rappel, la reconnaissance, la compréhension et l'évaluation des informations. Ainsi, plus les étudiants sont intéressés par le sujet, mieux ils évaluent les documents. Plus ils ont l'habitude d'évaluer l'information sur Internet, mieux ils évaluent les documents. Plus ils consacrent du temps à la lecture et aux questions, mieux ils évaluent les documents. Alors, concernant nos participants, il s'agissait de 116 élèves ingénieurs d'une moyenne d'âge de 21 ans, donc de niveau licence 3, donc 3 années après le bac. Donc ils ont été informés quelques jours en amont de la séance qu'il allait avoir cette étude, que la participation était anonyme et qu'il n'y aurait aucune incidence sur leurs notes à l'UE. Donc ils ont donné leur consentement pour y participer. Alors, 4 variables principales. Donc l'intérêt pour le sujet, du statut juridique de la société à responsabilité limitée, au travers d'une échelle à 5 items, donc adaptée des travaux de List. Donc on leur demandait d'indiquer dans quelle mesure ils étaient personnellement intéressés par les sujets suivants, exemple la démarche de la création d'entreprise. Une autre variable, les habitudes d'évaluation de l'information sur Internet, au travers de 6 items, adaptés des travaux de List. Donc là, on leur demandait, lorsqu'ils lisent ou font des recherches sur Internet, est-ce qu'ils essayent de savoir si les informations sont fiables? Après, une autre échelle sur l'évaluation de la fiabilité de chaque document, sur une échelle de type Likert à 7 points, adaptée des travaux de Monica Macedo et Rowe. Donc, qui a été un préalable pour nous, après, pour calculer l'indice de discrimination des sources, qui est la différence moyenne attribuée aux sources fortes, moins les moyennes attribuées aux sources faibles. Et enfin, une dernière variable, le temps passé sur la tâche, incluant le temps de lecture des documents et le temps de réponse. Alors, bien évidemment, il y a eu d'autres variables, mais je n'évoquerai pas les résultats aujourd'hui. Donc, les connaissances initiales, la détection de la contradiction, le rappel des sources, la reconnaissance des sources et la compréhension. Alors, donc la tâche de lecture de documents multiples, il s'agissait de lire et évaluer, de comprendre un corpus documentaire, donc qui était composé de 4 textes de taille équivalente, traitant de plusieurs aspects de la SARL, la Société à responsabilité limitée, sous l'angle avantages et inconvénients, qui provenaient des sites authentiques, mais qui ont été adaptés et provenant de sources de niveaux de fiabilité divers. Alors voilà un exemple où les étudiants ont réalisé cette étude. Donc c'est sur la plateforme Selene, une plateforme d'exercice en ligne qui a été élaborée par
par un groupe de recherche. Donc voilà comment se présentaient les documents. Donc vous avez le titre en gras, ensuite il y avait la date, et après le texte, composé de plusieurs paragraphes. Après on avait l'auteur, le nom de l'auteur avec sa qualité, sa fonction, et ensuite on avait la source, avec quelques éléments indicatifs sur la source. Voilà comment se présentaient les 4 documents. Alors la séance a duré 2 heures. Donc, dans un premier temps, ils ont renseigné les échelles d'intérêt et habitudes. Puis, après, ils sont passés à la tâche de lecture et évaluation, donc en 2 parties. Une première partie, c'était le rappel et la reconnaissance des sources. Donc, ils lisaient les documents. Une fois qu'ils avaient terminé la lecture des 4 documents, ils pouvaient répondre à une série de questions. Ils n'avaient plus accès aux documents. Donc, dans la première série de questions, on leur demandait d'indiquer, selon la phrase suivante, à quel document elle appartenait. C'est ce qu'on appelle le rappel des sources. Ensuite, pour la reconnaissance des sources, on leur donnait 2 propositions qui étaient reliées par un connecteur et on leur demandait si elles provenaient du même document ou de documents différents. Ensuite, il y avait la deuxième partie où là, ils avaient accès aux documents et là, ils avaient une série de questions sur l'évaluation des sources et une série de questions sur la compréhension. Et enfin, ils avaient un questionnaire de bilan et de satisfaction. Donc on leur demandait s'ils étaient intéressés d'en savoir davantage sur la structure juridique de la SARL, si cette expérience allait les aider à réaliser leur projet, donc leur business plan, et leur avis sur l'utilisation de la plateforme CELE. Alors, les résultats. Alors, donc au niveau de l'intérêt, donc les élèves ont déclaré avoir un fort intérêt pour le thème. Donc on a une moyenne de 3,23 sur 5. Et cette variable intérêt, elle corrèle positivement et significativement avec les connaissances initiales, avec le temps passé sur la tâche, avec la perception que l'expérience de lecture et évaluation de documents va les aider à réaliser un business plan et à connaître davantage sur le statut de la SARL suite à l'expérience. Concernant la variable, les habitudes d'évaluation, donc les élèves déclarent avoir de bonnes habitudes pour évaluer les sources informationnelles sur Internet, puisqu'on a une moyenne de 3,99 sur 5, mais elle ne corrèle avec aucune autre variable de manière significative. Concernant la variable sur l'évaluation, donc les élèves arrivent à distinguer pertinemment les documents fiables des documents peu fiables. Le temps de lecture corrèle positivement avec l'indice de discrimination des sources fiables et peu fiables. Donc, une analyse de régression multiple a été utilisée pour vérifier si l'intérêt et le temps de lecture prédisaient de manière significative l'indice de discrimination des sources. Donc, les résultats nous indiquent que seul le temps de lecture est prédicteur. Donc, plus les étudiants dédient du temps à la lecture, et plus ils arrivent à discriminer les sources, plus ils arrivent à distinguer les sources fiables des sources peu fiables. Donc la force avec laquelle ils arrivent à discriminer les sources dépend du temps qu'ils consacrent à la tâche. Donc pour conclure, je dirais que l'intérêt des élèves a une faible corrélation avec la capacité à discriminer les documents fiables et peu fiables issus d'Internet sur le sujet de la société à responsabilité limitée, contrairement à l'hypothèse du modèle proposé par List. En revanche, le temps passé à lire et à répondre aux questions est un meilleur prédicteur des performances d'évaluation, ce qui est conforme à la littérature. Donc plus ils dédient du temps à la lecture, mieux ils sont capables d'évaluer la fiabilité des documents. Voilà, dans cette continuité, une autre étude sera réalisée, mais là, en utilisant une échelle multidimensionnelle pour étudier la motivation, les différents types de motivation des élèves ingénieurs pour mener une tâche d'évaluation de documents, puisque l'échelle qu'on a utilisée pour cette étude a été uniquement l'intérêt, et peut-être que ce n'est pas suffisant pour capter l'intérêt des étudiants dans une tâche d'évaluation de documents. Et on pourra comparer les différentes méthodes d'évaluation pour savoir quelles seraient les tâches à créer pour que la lecture, recherche d'informations soit motivante et efficace pour les élèves ingénieurs.
Voilà, merci pour votre attention.